Ce soir dans Ukraine Today, les attaques ukrainiennes, des explosions ont ravagé la Russie et la Crimée temporairement occupée. Que savons-nous des conséquences? Une rencontre entre Zelensky et Poutine? Le président ukrainien a-t-il vraiment demandé à son équipe d'organiser des pourparlers directs avec le dictateur russe? Une impasse. Qui et quoi, selon Axios, bloque le processus de paix? Un scandale au sein de l'IPC. La direction du Comité international paralympique a autorisé les athlètes russes et biélorusses à concourir sous leurs drapeaux nationaux. Tout cela et bien plus tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Aimez cette vidéo et passons aux actualités. Commençons par la frappe de drones ukrainienne sur l'usine Vnir Progress à Cheboksary en Russie. L'installation fabrique des antennes, y compris celles utilisées pour les drones, des bombes aériennes guidées et d'autres systèmes d'armes. Oui, vous avez bien compris. C'est une cible absolument légitime. Plus tôt, les forces de défense ukrainiennes ont détruit un hélicoptère russe K-27 en Crimée temporairement occupée. L'information a été publiée par l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Et notez bien, récemment, le matériel militaire russe brûle de plus en plus souvent sur la péninsule ukrainienne. La Crimée gronde à nouveau. Des explosions sur des sites militaires, des drones au-dessus de la péninsule et des défenses aériennes russes touchées. L'Ukraine réduit la capacité de la Russie à utiliser la Crimée comme base militaire. Mais qu'est-ce que c'est? S'agit-il simplement de frappes ou est-ce le début de la reconquête de la péninsule? Dans la nuit du 17 février, le gouverneur de Sébastopol a annoncé l'une des attaques les plus longues contre la péninsule. Cette même nuit, le pont de Crimée a été fermé avec des centaines de voitures coincées dans les embouteillages et des trains retardés. il n'y avait pas eu d'attaque aléatoire sur la Crimée depuis le 22. Toutes les opérations ont été planifiées et soigneusement réfléchies. Et maintenant, lorsque des frappes sont menées contre des cibles en Crimée, nous les considérons davantage dans ce contexte. De la ligne de défense principale et initiale pour les cibles potentielles de grande valeur dans le Caucase. En plein cœur de l'infrastructure militaire russe, le dépôt de missiles Iskander à Pazeknoye a été détruit par les forces spéciales ukrainiennes. Il existe des installations fixes et permanentes, elles sont soumises à une surveillance continue 24 heures sur 24 et pourtant elles deviennent fréquemment les principales cibles des attaques. Et puis il y a différents types d'objets physiques comme ceux qui sont mobiles ou seulement temporaires par nature. Pour pouvoir les calculer et les prendre en compte avec précision, il faut d'abord considérer un éclair puis une colonne de fumée. Au cours de la semaine passée, les fantômes ont frappé un système anti-aérien, de missiles et de canons. Le Pantsir S-1, le système radar Nebohu et le navire de débarquement BK-16. À présent, il ne reste plus que de la ferraille de ce qui était autrefois un équipement russe si précieux. le système de surveillance de la situation en surface et dans les airs est un élément clé de la connaissance de la situation en mer et dans les airs. C'est pourquoi les stations radars sont les cibles principales. D'abord, ce sont les stations radars, ensuite viennent les systèmes de défense aérienne, puis vient la percée des défenses. Désormais, même les aérodromes les mieux protégés de Crimée ne constituent plus un obstacle pour les forces armées ukrainiennes. Le 20 janvier, l'aérodrome de Jankoï a été attaqué, en particulier sa tour de contrôle. Mais ce n'est pas tout, car auparavant, sur l'aérodrome de Sébastopol, du matériel valant des centaines de millions de dollars a été détruit. En particulier, un avion de transport russe était simplement stationné là, attendant l'arrivée d'un drone ukrainien. La Crimée est une base militaire clé et un centre logistique pour les forces russes. Et c'est de là que les attaques contre l'Ukraine sont le plus souvent lancées. L'aviation est importante des deux côtés. Tout d'abord, l'aviation sert d'élément de défense aérienne, notamment en tant que partie du premier échelon de la défense aérienne ennemie, et probablement encore même. Avant tout, ce sont les agresseurs russes qui détruisent nos villes.
Eh bien, et ils reçoivent ce qu'ils méritent. En matière de défense aérienne, les frappes visent les radars, les aérodromes, les bases militaires et les équipements navals. Il ne s'agit plus d'une action ponctuelle, mais d'un affaiblissement systématique de l'infrastructure militaire russe sur la péninsule. Tant que les occupants russes continueront d'attaquer notre Ukraine souveraine depuis notre Crimée illégalement occupée, il est naturel et inévitable qu'ils reçoivent une réponse ferme et déterminée. Une autre question est de savoir pourquoi la Russie, pour une raison quelconque, ne protège même pas activement ses équipements et installations militaires les plus importants. Se pourrait-il que leur défense aérienne, qui soi-disant n'a pas d'équivalent, ne soit pas à la hauteur? Ils les retirent du Kamtchatka, de Sakhalin. Depuis le Primorier, ils transportent des complexes qui étaient en service de combat et les traînent vers notre Crimée. Pendant qu'ils les transportaient et les déployaient, nos forces de défense ont frappé. Alors ils les ont amenés, installés, et maintenant nous nous préparons pour la prochaine frappe. Cela signifie que nous devons d'abord détruire les nouveaux Gorka arctiques pour garantir le succès de la frappe. La Crimée reste la principale base de lancement de la Russie pour les frappes contre l'Ukraine. Et plus elle est utilisée activement, plus elle devient souvent une cible. Et maintenant, la question n'est plus seulement de savoir s'il y aura de nouvelles attaques, mais combien de temps la Crimée pourra rester le principal centre militaire de la Russie. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 740 soldats tués et blessés depuis le début de l'invasion à grande échelle. Cela porte le total à 1 250 6080 occupants. De plus, au cours de la dernière journée, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 3 chars russes, 6 véhicules de combat blindés, 40 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. Et maintenant, plus d'informations sur la situation sur le champ de bataille. La Russie subit une attaque massive de drones. Le quartier général opérationnel du Kraï de Krasnodar confirme que la raffinerie de pétrole d'Ilski a été touchée. Un réservoir contenant des produits pétroliers a été frappé. L'incendie s'étend sur une superficie de 700 mètres carrés. Il convient de noter que la capacité de cette installation lui permet de traiter environ 6 millions de tonnes de produits pétroliers par an. L'installation produit du diesel, du carburant, de l'essence et surtout du fioul et du kérosène d'aviation. Le Tatarstan a également été la cible d'une attaque de drones. Immédiatement après les frappes, la région a connu une faible connectivité Internet. Des véhicules aériens sans pilote venus d'Ukraine ont mené des frappes ciblées contre des installations militaires reconnues et légitimes à Kazan. En conséquence, de nombreux rapports font état de fortes explosions à Nijnikomsk. Des opérations réussies ont été menées dans les territoires temporairement occupés du Donbass et de la Crimée. Dans l'agglomération Donetsk-Makivka, une base russe et des infrastructures énergétiques ont été touchées. Sébastopol a subi l'attaque la plus massive de l'année écoulée. Nous pouvons donc dire que la partie ukrainienne élargit actuellement à la fois la géographie de ses frappes et surtout augmente la production d'armes de frappe, ce qui permet de toucher des cibles en plein cœur du territoire russe à des distances de plus de 2000 km. Ce sont des scènes de la guerre du futur. Dans celle-ci, un système robotique terrestre ukrainien équipé d'une mitrailleuse M2 Browning élimine un occupant lors d'un combat urbain rapproché. La semaine dernière, les forces armées ukrainiennes ont libéré 201 km² de territoire. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, cela a été rendu possible par la perte de communication et le blocage des Starlink. Je voudrais le souligner. L'affirmation selon laquelle l'avancée réussie des forces de défense ukrainiennes a été rendue possible grâce à la coupure des communications Starlink est un élément des opérations d'information et psychologique menées par les services spéciaux russes. En d'autres termes, quelque chose a une fois de plus empêché les occupants russes de contrer les actions réussies des forces de défense ukrainiennes à la jonction des régions de Zaporijia et de Dnipropetrovsk. Le territoire libéré est pratiquement équivalent à ce que la Russie avait conquis pendant tout le mois de décembre et constitue la plus grande zone reprise depuis juin 2023, notent les analystes. L'Ukraine a réussi à reprendre le contrôle des localités situées le long des rivières Yancher et Haïchar, dans les directions d'Olexandrivka et de Ouliaïpol. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que Berlin avait effectivement épuisé ses propres stocks de missiles pour les systèmes de défense aérienne et ne pouvait plus en fournir directement à l'Ukraine depuis ses entrepôts.
Le nombre disponible pour la Bundeswehr est en effet limité et cette limitation est principalement due à la capacité de production. Vodafone a souligné que son pays avait donné tout ce qu'il possédait et a appelé les autres pays européens à apporter une contribution plus importante au renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez le journalisme indépendant ukrainien afin que nous puissions continuer à dire la vérité sur la guerre menée par la Russie. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir notre sponsor. C'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager. S'il vous plaît, faites-le. Merci et gloire à l'Ukraine. Puisque nous avons déjà abordé les contre-attaques ukrainiennes et l'occupation, examinons cela plus en détail. 5 jours et plus de 200 km² de territoire ukrainien libéré. Comment cela a-t-il été accompli et cette tendance peut-elle se poursuivre? Les réponses dans le reportage. La semaine dernière, l'Ukraine a obtenu ses plus grands succès sur le champ de bataille depuis 2 ans et demi. Du mercredi 11 février au dimanche 15 février, les forces armées ukrainiennes ont réussi à reprendre 201 km². C'est ce qu'a rapporté l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Le territoire repris est presque équivalent au gain de la Russie pour tout le mois de décembre. L'une des principales raisons est que l'armée ukrainienne a profité des problèmes de communication parmi les troupes russes. Ces contre-attaques ukrainiennes tirent probablement parti du blocage récent de l'accès des troupes russes à Starlink, ce qui, selon des blogueurs militaires russes, provoque des problèmes de communication et de commandement sur le champ de bataille. À Dalachist, en Ossétie, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. L'Ukraine a réussi à reprendre le contrôle de petits villages le long des rivières Yanchur et Gaïchur, dans les directions d'Alexandrovsk et de Gouliaïpol, dans la région de Zaporizhia. Il s'agit de la plus grande superficie de territoire reprise par les forces armées ukrainiennes en si peu de temps depuis le début de la contre-offensive en juin 2023. Apparemment, une grande importance est accordée à cette opération. Il ne s'agit toujours pas d'une contre-offensive, mais plutôt d'une opération offensive à l'échelle tactique opérationnelle et des forces importantes y ont été redéployées. Au cours des contre-attaques, les forces armées ukrainiennes ont réussi à progresser de 5 à 10 km dans la zone grise et à reprendre le contrôle de 12 villages dans la partie orientale de la région de Zaporizhia. La ressource Deep State rapporte que le rythme global de l'avancée de l'armée russe en Ukraine est tombé à son niveau le plus bas des 10 derniers mois. La Russie n'a pas avancé aussi lentement en Ukraine depuis le début du mois d'avril de l'année dernière. La dernière fois que l'armée russe a conquis moins de 36 km² en une semaine en Ukraine remonte à la semaine du 30 et 1 mars au 6 avril de l'année dernière, selon la carte Deep State. À cette époque, selon le projet, 24 km² du territoire ukrainien sont passés sous le contrôle de Moscou. Agence de presse. Nous avons créé la capacité en effet d'infliger de sérieux dégâts aux groupes militaires russes et de frapper l'arrière opérationnel de l'ennemi, leur position arrière à des distances de 20, 30, 40, voire 50 km de la ligne de contact. Et cela conduit à l'épuisement des forces de l'agresseur sur certains secteurs du front. En plus de modifier la situation sur le front et de reprendre l'initiative, les forces ukrainiennes frappent constamment les raffineries de pétrole russes situées à l'arrière du territoire de l'agresseur. Dans la nuit du 17 février, une frappe a été menée contre la raffinerie de pétrole d'Ilski, dans la région de Krasnodar. La raffinerie de pétrole d'Ilski est l'une des plus grandes entreprises du secteur pétrolier dans le sud de la Russie et joue un rôle important dans la production de produits pétroliers et l'approvisionnement de l'armée russe. De telles frappes constantes sur les raffineries de pétrole détruisent efficacement l'économie de l'agresseur. Les succès sur le front et les frappes contre les raffineries de pétrole sont de solides atouts à la table des négociations. Et il semble que l'administration Trump soit lassée du Kremlin et prête à accepter la position de Kiev lors des négociations. Un autre atout de Trump est la flotte fantôme de la Russie. L'assistant du président russe, Nikolai Patrushev, déclare déjà ouvertement que si un accord de paix n'est pas signé rapidement, les attaques contre les pétroliers ne feront qu'augmenter. Selon les informations disponibles, de telles actions vont s'intensifier. Les attaques contre nos navires et nos cargaisons deviendront plus fréquentes. Nikolai Patrushev, assistant du président de la Russie. Ainsi, en ce moment, il existe une excellente opportunité de faire pencher le cours des négociations en faveur de l'Ukraine et de conclure la paix selon les conditions de Kiev. Parallèlement, une nouvelle confirmation a émergé. Les forces russes équipent leurs drones Shia-She de systèmes de déploiement de drones FPV. Dans cette vidéo, on peut clairement voir un petit drone se séparer d'un plus grand UAV.
Le conseiller du ministère de la Défense, Serhiy Baskresnov, appelé Signe Flash, a exhorté tous les équipages de drones intercepteurs à être conscients de la menace supplémentaire possible. Les négociations n'ont pas été faciles. C'est ainsi que le président Volodymyr Zelensky a décrit le nouveau cycle de réunions qui s'est tenu à Genève. Selon lui, l'armée sait comment surveiller un cessez-le-feu et la fin de la guerre s'il y a une volonté politique. Sur la plupart des questions, un accord a été trouvé. Le suivi impliquera la partie américaine. En ce qui concerne les territoires, les positions restent différentes. Les questions sensibles incluent l'Est et la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Zelensky a promis de donner plus de détails ultérieurement. Les négociations d'aujourd'hui ont duré environ 2 heures. Le chef de la délégation russe, Vladimir Mediansky, les a qualifiées de difficiles mais professionnelles. Et il a ajouté qu'une nouvelle rencontre aura lieu dans un avenir proche. D'ailleurs, hier, le journaliste d'Axios Barak Rovit a rapporté que les pourparlers étaient dans l'impasse. La raison, les positions exprimées par Mediansky. Axios a également rapporté que Zelensky avait demandé à son équipe d'organiser une rencontre avec Poutine. Selon Dottelate, le président estime qu'une percée sur les questions territoriales n'est possible que par un contact personnel avec le dictateur russe. Cela a-t-il été abordé à Genève? Espérons le découvrir bientôt. Nous continuons de suivre l'évolution de la situation. Je suppose que si la question d'une éventuelle rencontre a été discutée à Genève, nous ne recevrons pas de commentaires officiels tant qu'une telle rencontre n'aura pas réellement lieu. Et si elle n'a pas lieu, il se peut que nous ne recevions aucune confirmation du tout. Du moins, pas du côté russe. Cependant, Zelensky pourrait ensuite énoncer clairement le fait. C'est l'Ukraine qui l'a proposé. Le Kremlin a refusé. En d'autres termes, l'Ukraine est prête à discuter de questions douloureuses. La Russie, non. L'Ukraine a imposé un paquet de sanctions contre le président autoproclamé du Bélarus, Alexandre Loukachenko. Il aide la Russie à intensifier son agression et à contourner les restrictions. Sur ordre de Loukachenko, des entreprises biélorusses travaillent pour la machine de guerre de Poutine, fournissant du matériel aux forces russes. Des systèmes de contrôle pour les drones d'attaque russes sont déployés sur le territoire biélorusse. Des infrastructures pour les missiles Oreshnik y sont également en cours de développement. Une menace claire non seulement pour les Ukrainiens, mais pour tous les Européens. Restons sur le sujet des partisans du soi-disant monde russe. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a accusé l'Ukraine d'ingérence dans les élections hongroises. Que se cache-t-il réellement derrière ces déclarations et qu'est-ce qu'Orbán prépare cette fois-ci? Tous les détails figurent dans le rapport. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que les autorités ukrainiennes s'ingéraient activement dans les élections hongroises. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec les États-Unis. Secrétaire d'État Marco Rubio. Orbán a indiqué que la partie ukrainienne n'était pas indifférente au déroulement des élections en Hongrie et avait donc décidé de participer à la campagne électorale. Selon le Premier ministre hongrois, non seulement les hommes politiques hongrois de l'opposition, mais aussi les autorités ukrainiennes et le président de l'Ukraine deviendront des participants actifs à ces élections. Nous nous appuyons sur le bon sens, donc cela ne devrait pas nous surprendre. Le président de l'Ukraine et l'Ukraine seront des participants actifs à ces élections et nous devons également les vaincre. Le Premier ministre hongrois affirme également que Kiev finance les opposants de son parti Fidesz. Nous savons qu'il finance nos adversaires. Nous savons comment cela se passe. Mais le politologue Petro Leszczok est convaincu que tout ce dont Orbán parle n'est que pure manipulation. Si l'on parle de l'ingérence de l'Ukraine dans les élections hongroises, c'est évidemment risible, car il s'agit d'une pure stratégie politique de la part du Premier ministre hongrois, surtout si l'on considère que, par exemple, de nombreux politiciens de droite d'Europe, du monde et même de l'administration Trump ont ouvertement fait campagne pour Orbán lors des élections et personne ne qualifie cela d'ingérence électorale. Qui appelle cela ainsi? Orbán joue depuis longtemps à un jeu dont il a lui-même inventé les règles. Orbán a tout simplement adopté une position ouvertement anti-ukrainienne et tente d'utiliser cette posture comme fondement de son opposition lors des élections. En d'autres termes, il attise l'hystérie anti-ukrainienne et essaie de vendre cette hystérie à l'électeur hongrois. Pour être honnête, je doute que cela fonctionne très bien.
Orban a instauré une corruption terrible en Hongrie, et cette corruption est directement liée au fait qu'il devient de plus en plus dépendant de la Russie, du pétrole russe, de l'argent russe. En d'autres termes, il est évident que tout ce qu'il fait, il le fait pour obtenir du pétrole russe bon marché, puis le revendre et en tirer profit. Après l'arrêt de l'approvisionnement en pétrole russe via l'Ukraine par l'oléoduc Druzhba, la Hongrie et la Slovaquie ont demandé à la Croatie d'organiser des livraisons de brut russe par l'oléoduc adriatique, JANAF. C'est ce qu'a écrit sur le réseau social X, lundi 16 février, le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó. Pour des raisons politiques, les Ukrainiens n'ont toujours pas repris les livraisons de pétrole via l'oléoduc Druzhba. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le ministre de l'économie slovaque, Denis Sakovac, nous avons envoyé une lettre au ministre de l'économie croate, Ante Šušnjar. Nous y demandons que la Croatie, conformément à la réglementation de Bruxelles, garantisse immédiatement la possibilité d'approvisionner la Hongrie et la Slovaquie en pétrole russe via l'oléoduc adriatique. La sécurité énergétique du pays, y compris la nôtre, ne peut pas être une question idéologique. Par conséquent, nous attendons des Croates qu'ils ne mettent pas cela en danger, contrairement à l'Ukraine. La sécurité de l'approvisionnement en pétrole de la Hongrie et de la Slovaquie pour des raisons politiques. La Hongrie et la Slovaquie exigent que la Croatie commence à les approvisionner en pétrole russe via ses infrastructures portuaires. Bien que, précédemment, c'était précisément en raison de l'impossibilité absolue d'organiser un tel transport alternatif que Viktor Orban et les membres du gouvernement slovaque citaient comme principale raison de leur besoin continu d'utiliser l'oléoduc Druzhba. Le transport de pétrole brut russe par l'oléoduc Druzhba via l'Ukraine est interrompu depuis la fin du mois dernier en raison des attaques russes à grande échelle contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il a été rapporté que les Russes ont frappé l'une des installations dans la région de Lviv, qui est reliée à l'oléoduc Druzhba. La Croatie, cependant, a déclaré qu'elle était prête à aider la Hongrie et la Slovaquie pour le transit du pétrole, mais pas avec du pétrole russe, car cela finance la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cela a été annoncé sur le réseau social X par le ministre croate de l'économie Ante Šušnjar. Il a souligné que la Croatie est prête à aider à résoudre les problèmes liés au transport du pétrole tant que cela respecte la législation de l'Union européenne et les conditions des sanctions américaines. Des sanctions. Après tout, personne ne devrait se retrouver sans carburant. La Croatie a agi de manière responsable et transparente sur les questions de sécurité énergétique régionale. Et nous le ferons à nouveau pour nos amis hongrois et slovaques, tout en respectant pleinement nos alliés ukrainiens et les souffrances quotidiennes qu'ils endurent. L'oléoduc Adria est prêt, il n'y a donc plus aucune excuse technique pour qu'un pays de l'UE reste dépendant du pétrole russe. Un baril acheté à la Russie peut sembler moins cher pour certains pays, mais il finance la guerre et l'agression contre le peuple ukrainien. Il est temps de mettre fin à cette guerre motivée par le profit. Les infrastructures ne changent pas du jour au lendemain, mais les discours parfois, oui. Eh bien, pour l'instant, il ne reste plus qu'à prendre du popcorn et attendre la réaction de la Hongrie. Soudainement, il s'est avéré qu'en réalité, le pétrole russe peut être transporté par voie maritime. Mais alors une question logique se pose. Si, en réalité, le pétrole peut être livré par la mer, alors la Hongrie perd son dernier argument pour justifier son besoin de pétrole russe qu'elle utilisait auparavant. Il disait qu'il ne pouvait recevoir que du pétrole russe et uniquement par oléoduc. Les livraisons maritimes ne seraient pas suffisantes pour nous. Maintenant, il s'avère que le pétrole peut être livré par la mer, mais ils ne veulent spécifiquement aucun autre pétrole que le russe. Mais si vous pouvez recevoir du pétrole par la mer, vous pouvez acheter n'importe quel autre pétrole de n'importe quel pays du monde. Orban s'est tout simplement démasqué. Il s'est en fait avéré que toute sa politique précédente sur l'impossibilité de remplacer le pétrole russe était un mensonge. En réalité, il ne s'agit pas de l'impossibilité de remplacer le pétrole russe, mais du fait qu'Orban tire des revenus corrompus précisément du pétrole russe. Et enfin, parlons de cynisme, ou peut-être de corruption, ou d'autre chose. Nous avons à peine eu le temps de réagir au comportement honteux de la direction du CIO. Et maintenant, des représentants du Comité international paralympique ont fait leur coup. Ils ont autorisé les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques de 2027 sous leurs drapeaux nationaux. C'est ce que rapporte BBC Sport. Permettez-moi de vous rappeler. Après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, ces athlètes n'étaient autorisés à concourir que sous un drapeau neutre. Les responsables du CIP ont-ils constaté des changements positifs? Selon eux, la guerre menée par la Russie est-elle terminée? Il semble que le problème olympique soit bien plus grave qu'il n'y paraissait au départ. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci de votre attention. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine fois.